Bon, allez, je vais commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette session à nommer les nouveaux super pouvoirs du web. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-François. C'est tout tronqué. Est-ce que ça va faire quelque chose si ça va poser problème sinon? On va mettre ça comme ça. Voilà, c'est pas grave. Ok, donc je me présente Jean-François, je travaille chez Lucas. Et je suis aussi organisateur du GDG Nantes. Alors, le GDG Nantes, c'est une communauté de développeurs à Nantes qui organise le DevFest, notre BDXIO à nous à Nantes. Chez nous, on mange des pains au chocolat, par exemple. Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Donc, c'est Il était une fois un combat vieux comme le monde, à savoir, est-ce que je fais une appli native ou est-ce que je fais une appli HTML5? Vraiment, c'est la grande question. Alors, au début, le combat, il paraissait un petit peu inégal. Et à juste titre, c'est vrai qu'il faut l'avouer, les applis natives, elles étaient quand même mieux taillées, plus performantes, costauds, elles embarquaient plein de trucs super cool. Mais ça, c'était avant. Donc, je sais pas si vous arrivez à bien voir à cause. Est-ce qu'il y aurait moyen d'éteindre ou pas un peu les lumières? Je pense que vous arriverez mieux à lire. Parce qu'en fait, voilà, super. Ces personnages-là, ils vont revenir plusieurs fois dans la presse. Et donc globalement, c'est deux développeurs qui discutent entre eux d'une application. Et donc le premier lui dit, je travaille sur une application avec base de données, Bluetooth, accès offline, détection de l'environnement lumineux et qui répond à la voix. C'est un projet qui a l'air cool, avec plein de trucs un peu intégrés, etc. Et le deuxième, il dit, bah, j'espère que tu es parti sur une application web pour toucher un maximum de monde. Le premier, il regarde et fait, mais tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler essentiellement de Sensor et de nouvelles API. Donc, je vais surtout m'attarder sur les Sensors. Les nouvelles API, j'en parlerai de quelques-unes, mais globalement, ça mériterait un talk de 3-4 heures si je voulais tout traiter. Et pour commencer, on va parler d'un truc qui s'appelle le Physical Web. On revient à nos deux développeurs pour interagir avec une balise beacon, iBeacon, enfin aujourd'hui, ce qui est considéré comme une balise Bluetooth Low Energy. Je suis obligé d'avoir l'application native installée, c'est bien connu, on le savait ça. Quoi. Le deuxième, il répond non, une application web peut suffire. En effet, le Physical Web, donc c'est un truc très récent qui date de 2015, qui est basé donc sur Eddystone et le Bluetooth Low Energy, et qui va vous permettre en fait de détecter une balise Bluetooth Low Energy depuis votre mobile. Alors quand je dis il n'y a pas besoin d'application native, c'est plus ou moins vrai. En fait, ou plutôt, ça dépend comment vous le voyez, il faut votre navigateur, globalement. Et donc, ce truc-là, ça va faire quoi? Ça va broadcaster simplement une URL, ça marche comme un QR code, mais un QR code Bluetooth. Et quand vous allez passer à côté, vous allez recevoir une notification qui va vous indiquer que vous allez pouvoir interagir avec. Alors attention, la notification, elle est passive. C'est pas en mode je me balade dans une grande surface, dans une galerie marchande et mon téléphone passe son temps à sonner. Pas du tout. C'est je me balade à un endroit et tout d'un coup je vais m'asseoir et me dire est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi avec lequel je peux interagir. Un petit peu comme il y a 10 ans, avant, quand on voulait accéder à Internet, bah, on se posait pas la question de s'il y avait du Wi-Fi, on savait que ça n'existait pas. Maintenant, aujourd'hui, quand on arrive dans un lieu, on fait quoi? On regarde tout de suite s'il y a des affiches Wi-Fi, quoi. Et bah, peut-être que dans 10 ans, ce sera la même chose avec le physical web. Un cas concret d'exemple, c'est bah, ils ont fait ça aux États-Unis pour essayer. Ils ont mis en place du physical web dans des parcs-mètres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, elle arrive à côté du parc-mètre, elle n'a pas installé l'appli. Parce que bah, c'est pas quelqu'un de la ville. Et il a quand même envie de payer pour être en règle. Donc, il détecte en fait la notification. Il va accéder à une application web. Notre parc-mètre, lui, il est relié à Internet par
par le sol, enfin on ne sait pas, on s'en fout, il est relié à Internet. Et globalement, on va quand même être capable de payer directement notre borne grâce à l'appli web. Et à la base, ce qui nous a permis d'y accéder, c'était le physical web. Plutôt que d'avoir à taper une URL, de scanner un QR code, etc., c'est vraiment plus direct. Il faut quand même savoir que ça a quelques petites restrictions. C'est sympa comme techno, mais les restrictions sont les suivantes. Déjà, l'URL, il faut qu'elle soit accessible sur un mondial. Globalement, les clients ouverts physical web ne vont pas vous permettre de broadcaster des URL sur des IP locales. Par exemple, au sein de votre entreprise, ça ne va pas marcher. Il faut que, en fait, pour garantir la sécurité du physical web, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut savoir que les providers qui vont se fournir des interfaces physical web, à savoir Google, Mozilla, Opera, des choses comme ça, ils vont avoir un gros proxy dans lequel vont passer donc ces fameuses URL et ils vont checker, voir si c'est des URL qui sont malveillantes ou pas. Comme ça, on saura si on peut la proposer ou pas l'URL. Mais pour vérifier que l'URL est malveillante ou pas, il faut qu'elle soit accessible. Donc ça, c'est première chose. Si du coup vous voulez faire marcher ça en interne, il faut coder votre propre service de physical web. Mais du coup, c'est pas impossible, ça peut quand même marcher. Et deuxième chose, il faut que toutes les URL qui soient accessibles le soient derrière du HTTPS. Pareil, sécurité obligée. Et dernière restriction, comme en fait on est sur de l'Eddystone, alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est Eddystone réellement ou pas. Eddystone, c'est une norme Bluetooth Low Energy, open source. Donc bon, on connaît tous la norme iBeacon, mais qui est propriétaire, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. C'est celle d'Apple. Et il y a Eddystone, donc qui est une norme ouverte poussée par Google, qui propose en fait différents types de choses pour des beacons. Donc il y a les trucs classiques du genre le beacon ID, UID, il y a le Eddystone URL, qui est celui des physical web, donc ça fait que broadcaster une URL. Il y a le TLM pour tout ce qui est envoi à fréquence régulière une info. Et là, il y a le dernier, c'est le EUID, je crois. C'est un UID qui évolue régulièrement, en fait. L'idée, c'est quoi? C'est d'éviter que justement des applis tierces viennent, récupèrent, sachent quel est l'UID, piratent entre guillemets, et proposent une même application basée sur vos UID. En utilisant le EUID, et du coup, ça va se renouveler, et donc l'appli tierce ne sera pas capable de savoir que vous êtes en train de référencer le bon beacon. Mais bon, voilà, ça c'est des choses spécifiques à Eddystone. Côté compatibilité. Alors, il y a du Chrome là qui est caché derrière. Donc ici c'est Android, là c'est iOS. Donc on voit que ça marche sur iOS, sur Android ça marche aussi. Sur Firefox c'est en développement, sur Opera c'est shippé. Et sur Edge, pour l'instant ils n'ont pas encore donné de signe de vie ni sur Safari. Alors d'une manière générale, je ne vais pas forcément troller beaucoup sur Microsoft parce que avec Edge, ils sont en train de prendre le bon pas actuellement. Par contre, vous verrez que très souvent, le mauvais élève, c'est Safari en fait. Et donc, comme je sais que c'est l'après-midi, on a mangé un peu lourd, que vous allez vite avoir tendance en plus avec l'ambiance à vous endormir, moi j'ai envie de vous réveiller un petit peu. Et je vous invite à jouer avec moi en fait. Donc j'ai préparé un petit jeu. L'objectif, c'est justement être capable, je vais vous poser quelques questions de temps en temps, et on va voir du coup un petit peu ce que ça donne. Alors pour ceux qui ont le physical web d'activer, parce que c'est pas là, je vais pas expliquer comment on l'active là parce que c'est un peu long, mais ceux qui ont la chance d'avoir le physical web activé, vous devriez voir tout en haut dans vos notifications des beacons. À savoir, celui qu'il faut utiliser, c'est le jeu. La app démo, c'est pour moi. Et alors, ça ressemble à ça, pour info, hein, une balise, par exemple. D'accord? J'ai mis la short URL, je la remettrai à chaque fois. Globalement, alors là, vous arrivez sur un écran vide avec écrit en attente, théoriquement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, j'ai mis en place un serveur, donc on va voir si ça tient la charge.
J'espère que oui. Ah oui, je vous ai pas prévenu, c'est un talk à gros potentiel de plantage. Donc, eh ben, on va voir si ça tient. Et donc, j'ai mis en place une WebSocket qui va réveiller ou pas l'application sur vos téléphones à chaque fois, quoi. On va voir ça. On va voir jusqu'où on peut aller. Donc, vous voyez, à chaque fois, je vous remets, hein, on aura régulièrement cet écran-là avec l'URL. Je vais monter un petit peu le son, parce que sinon, ça va perdre un petit peu de son charme. Vous allez comprendre. Alors, juste, je configure juste mon périphérique de lecture pour que ce soit les haut-parleurs. Voilà. Ah, super. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, on va voir. Grâce à quoi puis-je contrôler une balise Bluetooth? Est-ce du iBeacon, du Physical Web, du Web Bluetooth ou est-ce la réponse D? Alors je vous préviens, il y a un piège. Alors, vous avez répondu massivement B. Ah, il y en a qui sont tombés dans le piège. Et là, j'ai parlé de contrôle. Bon, il y avait un double piège en fait, j'avoue. J'étais un petit peu vache. En fait, non, c'est bien du web Bluetooth dont on va parler. C'est mon introduction pour les slides suivants. Le iBeacon, vous avez bien compris, c'est la technologie d'Apple. Donc, on va pas la contrôler, on va juste interagir. Le physical web, c'est juste on récupère l'information. On n'interagit pas avec encore pour l'instant. Si je veux interagir avec quelque chose de BLE, il faut que j'utilise le web Bluetooth. Et donc la réponse D, malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Donc revenons à nos développeurs. Si je veux utiliser le Bluetooth, je suis obligé de faire une application native. Bah non, une application web peut suffire via le web Bluetooth. Un tout petit peu de vocabulaire avant, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sache comment ça fonctionne du web Bluetooth, enfin du Bluetooth Low Energy. Globalement, on a un device qui va exposer un serveur de service Bluetooth Low Energy. Donc on va retrouver ici nos différents services, vous voyez, service 1, etc. Et chaque service va exposer une caractéristique. Cette caractéristique, on va pouvoir faire trois choses dessus. On va pouvoir la lire, écrire ou alors s'abonner. Par exemple, si elle vit et qu'on a besoin d'être au courant. C'est comme ça que ça marche globalement. Et donc, même si on parle de Bluetooth Low Energy, le terme qui revient régulièrement autour du web, enfin du Bluetooth Low Energy, c'est GATT, G-A-T-T, pour Generic Attribute Profile. Cherchez pas, c'est comme ça. Truc très important, pour faire marcher le web Bluetooth, c'est comme beaucoup des nouvelles API qui arrivent maintenant sur le web, HTTPS only. Secure, toujours. On ne peut pas faire des trucs qui ne soient pas derrière des serveurs secure. Et ça a une restriction, alors là on ne se rend pas compte avec ce slide, mais c'est une restriction uniquement sur les devices Bluetooth Low Energy. Je ne peux pas faire du Bluetooth 3.0 avec le web Bluetooth. Je suis obligé de faire des choses qui sont Bluetooth 4+. C'est encore le cas, mais ça le sera bientôt plus. Ça s'active derrière un flag. Là, c'est en train d'être chippé dans les stables bientôt là. Donc si vous voulez l'activer, flag enable web Bluetooth, et puis bah voilà, vous avez activé le web Bluetooth. Ça ne marche pas pour Windows encore. Donc Chrome Mac, Chrome Linux, Chrome Android, ça marche. iOS, on oublie, et Windows pour l'instant on oublie aussi. C'est en cours. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si je veux me connecter à un device, donc vous voyez tout en haut, navigateur Bluetooth Request Device, je vais donc scanner un device qui m'entoure à travers un nom de service. Pour rappel, vous vous souvenez, il y a mon serveur qui expose des services. Donc, ok, très bien. À la suite de ça, je récupère quoi? Je récupère un device et je vais en faire des choses. Ça, c'était le premier truc.
Ensuite, connect. J'ai branché OK Google sur mon téléphone et du coup, à chaque fois que je dis OK, c'est affreux. Connect, il y a deux façons. Donc, on pourrait aussi récupérer par nom de device parce que éventuellement, je sais exactement quel est le device que je vais cibler. Donc, rebelote, cette fois-ci, on cible pas un service, mais on cible un name. Donc, OK, je l'ai récupéré. Maintenant, je veux m'y connecter. Device.get.connect. Vous vous souvenez, get, c'est globalement considérer le get comme le serveur, l'objet. Maintenant, quand je veux lire une caractéristique, j'ai déjà fait la connexion, hein. On passe cette étape. Donc device get primary services. Ok, bon, je savais que j'avais filtré pour un type de service. Maintenant, il faut que je le récupère. Donc je le récupère. J'ai mon service. Je vais récupérer ma caractéristique et je vais lire ma valeur. Je n'avais pas précisé, mais ça, enfin, vous vous en rendez bien compte. Toute cette API est basée derrière les promesses. Ce qui nous permet aussi de pouvoir paralléliser, renvoyer des trucs, récupérer dynamiquement plusieurs choses, les mettre en concurrence avec des promise all, etc. Et à la fin, donc, on récupère notre valeur. Alors, soit on a fait nous-mêmes notre device et donc on peut éventuellement gérer des données texte, soit on va souvent récupérer des données exa, des choses qu'il va falloir convertir. Ça, c'était la lecture. Quand je veux écrire, je récupère mon service, toujours pareil. Je récupère, donc j'ai mon service, je récupère ma caractéristique. Je prépare ma donnée de la même façon, hein, d'accord, on va l'encoder. Et caractéristique, write value. Et ça y est, j'ai écrit quelque chose sur un bout de souvenage. C'est cool. Donc les web components à la rescousse, pourquoi? Parce que François Beaufort, qui est un des ingénieurs de Google qui travaille beaucoup sur cette spec, a produit des web components pour aider à l'écriture en fait de ce genre de code. Donc on retrouve Platinum Bluetooth device, donc on déclare le device. Donc là on voit que le filter c'est un service filter. On récupère le service, la caractéristique, on décrit tout. Et après on se retrouve à avoir quelque chose comme ça. Donc on va enchaîner. Là, pour le coup, il ne l'a pas encore mis en promesse, mais on pourrait très facilement le faire. Je vous inviterai à regarder le code directement. Démo. Alors, c'est le premier moment où ça va peut-être planter. Alors, je vais juste faire un truc. Elle est où? Attendez. Parce que je vais vous montrer quand même que je pipote pas tout ce que je dis. Alors, ça, je dois avoir Visor qui traîne quelque part. Et on va prendre mon Nexus. Ah, attendez. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis justement dans les fameuses notifications du Physical Web qui est en train de scanner. On voit les balises qui m'entourent. Donc moi, j'en ai mis plusieurs. Ça, c'est l'app. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci, la app démo. Donc, j'ai pas d'ampli installé. Et pourtant, je vais quand même faire quelque chose. Alors ça, c'est un petit robot. Ça s'appelle un M-Bot. Comme je dis souvent, j'ai acheté ça pour ma fille. Bon, en fait, c'est moi qui joue avec. Mais concrètement, c'est un petit robot qu'on peut programmer en Scratch pour ceux qui suivent un petit peu ce que c'est le Scratch, etc. Et il se trouve que ce joli joujou, il propose une petite balise BLE. Et ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Donc là, il me propose make block, ok. Et alors, je vais attendre qu'il s'y connecte. C'est toujours un petit temps de connexion. Alors, là, juste, je vais le reprendre en main pour que vous voyez le changement de couleur. Donc là, je suis en train de toucher les couleurs, ok. Et donc, je change vraiment les couleurs. Alors, là, je vais tenter. J'ai l'impression que les batteries sont un peu à plat. Ouais, ça bouge doucement, hein. Je pense qu'il va falloir que je change les piles. Mais vous le voyez, ça bouge. Je sais pas si...
Je sais pas si... Attendez, attendez. Hop, je vais le mettre là. On va essayer. Non, il a vraiment plus de batterie. Bon, j'ai quand même changé les lumières, hein. J'ai changé les lumières. Ok, bon, je ne le montrerai pas ça après, c'est pas très grave. Première démo, plutôt bien passée. Ça va. On continue maintenant. Côté compatibilité, on voit que bah, c'est en cours. C'était 48+, en final, ça a un peu retardé. Ça a apparu dans la 48, mais au final, c'est pas encore présent dans la stab vraiment. C'est vraiment en cours d'implémentation côté Firefox. En gros, ce qui se passe, c'est que côté Firefox, ils avaient déjà fait les implémentations pour Firefox OS. C'est juste que il y a une phase de synchro vis-à-vis de Google pour se mettre d'accord sur l'API. Opera c'est déjà shippé et Edge, ils ont dit qu'ils trouvaient ça cool et qu'ils pensaient qu'ils allaient s'y mettre. Et comme à chaque fois, Safari, tant pis. Donc si je veux récupérer les sensors en règle générale, pour rappel, les sensors, je ne sais pas si vous savez, c'est le GPS, la lumière, le magnétomètre, des choses comme ça. Si je veux les récupérer, je suis obligé d'avoir une application native. Bah non, une application web peut suffire. Et justement, hop, on retourne sur le jeu. Je vous laisse un petit peu de temps. Je vérifie au passage que vous vous connectez bien. Je vois des users connected, c'est plutôt bon. Ok. C'est quoi? J'appuie sur le bouton si je veux. Il est déjà. Ok. Alors, lequel de ces sensors n'est pas accessible depuis le web? Est-ce le magnétomètre, l'accéléromètre, le Bluetooth ou la réponse D? Donc il y a encore un piège, hein. Mais non. Mais c'était le piège. La réponse D, c'est pas un sensor. Donc oui, en effet, le magnétomètre, la deuxième majorité avait raison. Le magnétomètre, c'est bien actuellement un des sensors qui n'est pas encore accessible. Donc on va pouvoir détecter une accélération, du Bluetooth, etc. Et donc là, je vais revenir sur plusieurs justement de ces sensors. Vibration. Théoriquement, si vous aviez le smartphone dans la main, certains d'entre vous l'ont senti vibrer, soit une fois, soit deux fois, si vous répondez bien ou pas. Et j'aime bien cette API parce qu'en fait, elle est hyper simple à utiliser. Et pourquoi je l'aime bien? Parce qu'en fait, c'est un moyen assez simple d'amener du feedback finalement à vos interfaces. Un feedback justement, si je touche un bouton, bah, je ne dis pas qu'il faut qu'on passe notre temps à faire vibrer le téléphone, mais globalement, sur certaines actions, des fois, ça pourrait être pas mal. On reçoit une notification, il se passe un truc dans l'appli, et ben on va pouvoir faire vibrer. Et donc, l'utilisation est très très simple. Window Navigator Vibrate, suivi soit d'un chiffre, soit d'un arrêt. Et comme vous voyez, tout ce qui est en temps N, c'est le temps à vibrer. Tout ce qui est en temps N+1, c'est un temps d'attente. Voilà, vraiment très 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 basique, quoi. Et puis, c'est assez supporté dans les anciens. Edge, bah, ils avaient beaucoup de travail en retard, donc bah, ils arrivent, mais c'est pas grave, ils trouvent que c'est cool quand même, donc ils vont y arriver. Et puis je parle pas du reste. Device Orientation. Alors, Device Orientation, c'est quoi? C'est globalement ce qu'on va pouvoir utiliser comme un compas. Ça se compose comme ça. Donc, on a alpha, bêta, gamma. Donc, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre. Alpha, gamma, bêta. Et donc, vous voyez, c'est des axes de rotation de votre smartphone. Le 000, c'est quand le téléphone il est à plat. C'est pas ça. Ça, c'est le piège qu'on a tendance souvent à avoir, justement, de se dire, bah non, je tiens mon téléphone comme ça, c'est 0, ça. Non, non, c'est ça le 0. Et donc, c'est très simple à utiliser. On prend Window Add Event Listener Device Orientation et on reçoit un event qui va nous donner les trois valeurs.
je savais pas trop quoi faire avec, alors je me suis dit, allez, on va faire un truc bête. On va faire un coffre-fort. Ça, c'est moi qui bosse un peu là. Donc là, je suis en train d'activer l'orientation. Ok, super. En train de tourner. Et on va essayer de trouver la combinaison. Ah, j'en ai trouvé un. Ok, deux. Et je crois que le dernier, c'est 10. Ouais. Wow. Donc, du coup, pourquoi je voulais en parler? C'est parce qu'en fait, ça fait partie des API assez massivement utilisés. Globalement, on peut enfin, moi, une utilisation que j'avais eue sur cette API-là, c'était une simulation de pointeur, parce que j'ai fait une appli pour m'aider à télécommander les présentations. Là, c'était tellement complexe comme environnement que je m'en servais pas aujourd'hui, mais globalement, je pouvais simuler un pointeur, etc. Je sais pas si vous avez vu aussi, il y avait un jeu qui est sorti l'année dernière, Chrome, un Chrome Experiment, où on pouvait faire des sabres laser avec son téléphone. L'orientation, c'est clairement pas le sensor que je trouve le plus utile du monde. Seulement, il a le mérite d'être là. En fait, si vous voulez l'utiliser pour justement tout ce qui est géologue indoor, déplacement ou des choses comme ça, servez-vous-en en utilisant un référentiel. Parce qu'il y a un gros souci derrière cette API, mais c'est en train d'être réécrit, ce sera moins un problème dans les prochaines versions. C'est que d'un téléphone à l'autre, la donnée ne va pas être la même. J'avais fait des essais justement entre différents smartphones et je mettais deux téléphones à côté. Ils m'indiquaient pas du tout la même valeur. Genre j'avais des deltas qui pouvaient varier de 50 degrés à peu près entre deux téléphones. Donc, ça pouvait être gênant quand même. Par contre, à partir du moment où je disais bah ça c'est mon point zéro, si en fonction du use case et que je tournais et que je faisais vraiment mon 360 degrés, c'était bon, j'avais pas de souci, ça marchait bien. Donc à réfléchir. Device Motion. Dala Device Motion, c'est cette fois-ci l'accélération. Donc on va détecter des accélérations X, Y et Z. Et on va être aussi capable de détecter l'accélération donc de la gravité. On récupère donc Window Add Event Listener Device Motion et on récupère nos trois valeurs. Donc le including gravity, en fait, c'est Y plus 9,8 et des brouettes, quoi. Cette fois-ci, c'est vous qui allez bosser. Donc il faut revenir sur l'appli là. Et concrètement, qu'est-ce que je vais vous faire faire? Je vais vous faire secouer votre téléphone pour vous réveiller un petit peu, parce que là on est à mi-parcours. Donc il est temps de se réveiller, de s'agiter un petit peu. Vous allez prendre votre téléphone comme ça, quand ce sera actif, vous choisirez un camp, vous aurez le choix entre Firefox ou Chrome, et vous allez secouer votre téléphone comme ça. Alors, comme ça, c'est pas un ça, c'est comme ça. Alors j'attends, je vois des users connected. Donc globalement, j'ai mis le même nombre de points. Donc s'il y a 10 personnes qui choisissent Firefox et une personne qui choisit Chrome, bah, les 10 ils doivent faire 1000 chacun, alors que le Chrome il doit faire 1000 tout seul. D'accord? Comme ça, vous êtes vraiment à égalité, on va vraiment voir qui est la meilleure équipe, quoi. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Allez-y, secouez le téléphone. Est-ce que ça marche? Je vois pas beaucoup bouger pour l'instant, hein. Ah si, Chrome, ça bouge. Ah là là, Chrome a de l'avance, les Firefox va falloir se réveiller là. Allez, 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 allez. Ah, c'est un peu long, hein. Bah, faut se réveiller, hein. J'ai fait exprès que ce soit un peu long. Allez, Chrome. Et ouais, bravo l'équipe, vous pouvez vous applaudir. Et donc concrètement, pareil, c'est de la même façon une API qui est massivement utilisée. Celle-ci, je l'ai utilisée sérieusement dans une appli à la SNCF. En fait, on faisait un soft qui avait une très longue liste déroulante, un gros truc parce que ça aidait les chefs de gare, etc. Donc il y avait à la fois la dimension temps et la dimension quai. Donc vous imaginez bien que sur des grosses gares, ça peut prendre beaucoup de place. Et puis bah, l'utilisateur naviguait là-dedans. Et donc en fait, on avait rajouté un petit code très simple qui fait que si l'utilisateur il secouait son téléphone très rapidement, il revenait à l'heure actuelle sur le quai qui est principal, en gros. Donc
Ça coûte rien à ajouter, vous avez vu, c'est très très simple en termes d'implémentation, et globalement, ça peut enrichir votre application. Batterie statut, eh ben, en fait, on va être capable de suivre la consommation batterie de notre téléphone. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que l'idée, c'est de se dire, OK, je suis en train de faire un truc qui consomme à balle. Peut-être que je vais commencer à passer sur le plan B pour être un peu plus gentil avec le téléphone de mon utilisateur. Et donc, on va récupérer un battery level. J'ai pas highlighté après, mais on va pouvoir aussi donc soit voir qu'on est en train de charger le téléphone, soit recevoir un changement de level en fait. Comme ça, on va vraiment être au courant de l'évolution de l'API et de l'impact de notre app sur l'API, sur le téléphone. Ça, c'est vraiment si on veut aller très loin dans l'expérience utilisateur. Hein. C'est possible en tout cas. Et puis, c'est implémenté dans les navigateurs modernes, c'est en cours de considération côté Edge. Et voilà. Autre chose, la Light Ambient API. Light, donc c'est détection lumineuse de l'environnement, ok. À quoi ça peut servir ça? C'est tout simplement le capteur qui est utilisé quand vous êtes dans votre voiture en train de passer sous un tunnel et que tout d'un coup Maps ou Waze ou le truc que vous utilisez de GPS, il va passer sur un thème noir plutôt que sur un thème blanc. Voilà. Et peut-être que vous aussi, vous avez des applications web qui ont ce besoin et qui vont devoir réagir à l'environnement lumineux. Donc, on le voit, c'est hyper simple à faire. On écoute l'event device light et en fait, on va récupérer une valeur qui est en luxe. Donc, moi, je maîtrise pas trop ce que c'est du luxe, mais globalement, c'est l'unité de mesure pour la lumière. Et on peut même aussi récupérer des états, si on veut. Si on veut pas manipuler du luxe parce qu'on ne sait pas trop comment on le manipule, on peut récupérer 3 états, dim, normal, bright, pour qu'ils nous disent justement si on est dans un environnement sombre ou pas. Cas pratique, c'est encore pour moi celui-là. Donc, il se trouve que là, j'ai mis en place. Voilà, alors je vais essayer d'éclairer un peu mon. J'essaye avec mon. Ah oui, si, j'ai une idée. Je vais mettre la lampe torche. Ça devrait marcher, ça. Alors. Tac. Voilà. Ok. Donc là, on est vraiment en train de voir que j'ai vraiment le rendu, la captation en live de mon environnement lumineux, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a que Firefox qui avait mis ça en place. Parce que, en fait, c'est simple, c'est que Firefox a dû prendre énormément d'avance sur beaucoup de ses API à cause de Firefox OS. Étant donné que c'était un OS basé uniquement sur le web, ils étaient obligés de faire progresser très fortement toutes ces API-là. Concernant Chrome, aujourd'hui je le fais tourner que dans Chromium. J'ai pas réussi à le faire tourner même dans des canaries. C'est vraiment que dans les bulles Chromium en activant des expériments que ça marche, quoi. Par contre, on voit que Edge, ça fait déjà partie du programme Insider. Donc c'est pareil, ça doit être sur une branche spécifique de Edge, quoi. User Media. Alors User Media, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est l'utilisation donc d'un récupération de stream de vos téléphones, mais stream audio-vidéo. À la base, on a tendance à dire user media, c'est pour récupérer la caméra, mais pas que. En fait, on va vraiment récupérer soit le flux caméra, soit le flux audio, soit les deux. Et surtout, on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on a deux versions de l'API. Une version 1 qui était en mode événementiel parce qu'elle date de 2013, etc. Les promesses à l'époque, c'était pas encore, ça perçait tout juste. Et la deuxième version qui, elle, est plus basée justement sur les promesses. Alors, on va regarder un petit peu le code. Comment ça se passe quand on veut manipuler du user media? On va d'abord déclarer des contraintes de récupération. Donc, dans ce cas-là, je vais récupérer que la vidéo, mais je pourrais préciser que je veux récupérer l'audio aussi, que je veux récupérer la vidéo sur certaines résolutions, que je vais récupérer la vidéo de tel device, etc. Ça, on pourrait le faire. Et on va récupérer donc après navigateur get user media, on balance ces contraintes-là, on lui donne deux callbacks, un callback de succès et un callback d'erreur. Et quand on récupère notre callback, on a un stream
qu'on va donner à manger à une balise vidéo. Donc on transforme notre objet stream en URL pour que la balise vidéo puisse le comprendre, et on va jouer la vidéo. Côté V2, le début c'est le même. Qu'est-ce qui change? On voit la fin. C'est en fait Navigator Media Devices. Déjà, c'est plus Get User Media direct. C'est Media Devices Get User Media de mes contraintes. Et on voit .zen, .catch. Donc là, on est vraiment dans l'approche promesse. Et sur la récupération de la vidéo, ça se passe un petit peu différemment maintenant. C'est on-load metadata. Alors, cas pratique. L'API a évolué pas mal ces derniers temps. Donc, du coup, si je veux lancer ça, il faut que je le lance depuis un Chrome standard. Alors, il faut que je relance mon app. Voilà. Donc là, je choisis un Chrome. J'aurais pu mettre Visor du coup, mais bon, c'est pas très grave. Ah oui, j'ai mis de la sécurité. Je voulais pas que vous puissiez aller jouer avec mes trucs. Et donc, User Media, je suis en train de récupérer ma caméra. Donc, si je vous vois. Hop, je fais une demande de photo. Donc là, c'est en train de parcourir le terrain entier. Et hop là, ça revient directement ici. Donc, qu'est-ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, j'ai fait exprès de le faire comme ça. Vous voyez, j'ai pas utilisé la caméra frontale, j'ai vraiment utilisé la caméra dorsale. Comme ça, en fait, on peut se dire que toutes ces applis où finalement on se dit tiens, je voudrais faire des captures photos, ah mais non, il faut que je lance une appli native pour récupérer la photo. Bah non, en fait, on n'est pas obligé. On peut le faire directement depuis le web. Et puis, c'est quand même pas mal développé. Et même, ça y est, regardez tout à droite. Et ouais, même Safari trouve ça cool. En fait, pourquoi? Parce que globalement, le Get User Media, c'est poussé par une techno hyper importante qui est un truc qui est vachement important qui est le WebRTC. En fait, le WebRTC, c'est un truc de visio sans plugin. Et une des composantes majeures du WebRTC est le User Media. Après, le WebRTC, c'est pas que ça, hein. Il y a aussi toute la partie communication, etc. Mais comme ça fait partie d'une des composantes assez fortes du WebRTC et que le WebRTC est vraiment un truc important du web de maintenant, c'est pour ça aussi que Safari s'y met. Parce que je troll sur Safari, mais globalement, tout ce qui est API autour de Progressive Web App, etc., et Service Worker, Safari regarde ça de près. Alors que côté Sensor, ils jugent ça moins pertinent parce que du coup, ça va concurrencer les apps natives. Mais bon, c'est pas très grave. Proximity. Proximity, c'est quoi? C'est le capteur de proximité qui fait que globalement, quand vous approchez votre téléphone, il passe en écran noir ou des choses comme ça, quoi. Et lui, il est très simple. Device proximity. Je récupère une valeur qui va de 1 à 5. OK. Ou, si je suis feignant et que j'ai pas envie d'évaluer la valeur, user proximity. Et je vais récupérer est-ce que je suis proche ou pas. Aujourd'hui, ça ne marche que dans Firefox. Comme je vous disais, justement, parce que Firefox a poussé ça beaucoup à l'époque. Et encore une autre API, c'est la Web Speech API. Web Speech, donc c'est la synthèse vocale, la reconnaissance et synthèse. Ça s'utilise comment? Donc, on va déclarer un objet Speech Recognition. On va lui dire quel est le type de langue qu'on veut reconnaître. Est-ce que je veux des résultats continus ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, en gros, est-ce qu'on va lui demander de s'arrêter après qu'il ait reconnu le premier truc? Ou est-ce qu'au contraire, il reste ouvert sur un flux de 30 secondes? Et est-ce que je veux des résultats intermédiaires? C'est pareil. Est-ce que on demande à l'API de nous fournir tous les résultats intermédiaires qu'elle a trouvés? Ou est-ce qu'au contraire, on lui demande uniquement le résultat qu'il considère comme étant le bon? On démarre la reconnaissance, on récupère le résultat, et donc les crochets, là, c'est justement ces fameux résultats intermédiaires. On va pouvoir récupérer un ensemble de résultats intermédiaires. Aujourd'hui, c'est une API qui est connectée. Celle-ci ne marche pas en offline, en fait. Et
si on veut compléter ça, parce que bah, c'est bien, ok, je fais de la reconnaissance vocale, des fois on sait que c'est un petit peu aléatoire, je vais essayer de la restreindre un petit peu, je vais vouloir lui mettre une grammaire. Donc ils ont implémenté la notion de grammaire en fait, donc on déclare notre grammaire, comme ça, on lui donne à manger donc, bah, le vocabulaire de notre grammaire, on spécifie à notre moteur de recognition quelle est la grammaire à utiliser, et après on lance le reste. Dernière étape, j'ai reconnu, maintenant je veux lire. Donc cette fois-ci j'utilise le speech synthesis, je lui donne bah, le champ à lire, en fait le texte à lire. Donc là c'était un input texte dans mon exemple, mais globalement voilà, je vais lui donner une chaîne de caractères. Je vais lui spécifier la voix, parce que bah, forcément, en fonction de la langue, les mots vont pas être prononcés de la même façon. Quelle est la valeur, donc la vitesse et la puissance. Et lis-moi le texte. Alors attention, on va tenter un truc. C'est encore moi qui prends un risque là. Vous entendiez bien tout à l'heure avec le micro ou pas le son? Ouais, ok. Euh, on va dire que j'ai les mains dégueulasses et que j'ai pas envie de toucher mon écran pour déclencher la reconnaissance vocale. Donc je vais vouloir utiliser le détecteur de proximité de mon téléphone. Alors, hop. Juste, je le touche pour activer la notion de... alors, attendez. Alors, je switch dans Firefox, parce que vous vous souvenez, le proximity ne marchait pas dans Chrome. Donc là, je clique sur Enable. Et là, normalement, si j'approche ma main, il va me dire que je peux commencer à parler. Passe au slide suivant. Passe au slide suivant. Ah, j'ai pas vérifié mon périphérique d'enregistrement. C'est le truc que j'avais oublié de regarder. 1, 2, et ça bouge pas en plus. Attendez, on va regarder ça ensemble. Je pense que c'est lui qu'il faut activer. Si je le désactive, ça fait quoi? Ah non, c'est dommage. Je pense que c'est lié au fait que j'ai branché le HDMI et j'ai pas de quelqu'un. Non, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai oublié tout sauf ça. Bon, tant pis. Alors, on va passer, c'est pas grave. Normalement, ça reconnaissait ma voix. Ça lisait quelque chose, c'était génial. Passe au slide suivant, puis il me répondait, j'ai compris que tu voulais passer au slide suivant. Et j'ai bien compris. Je disais oui, et il passait au slide suivant. Bon, bref. Je vous invite à aller regarder mon repo GitHub pour trouver le code source qui marche quand on a un micro qui reconnaît quelque chose. Bref. C'est en cours de support côté Android. Je pense maintenant même que c'est supporté. Faudra que je revérifie. Et globalement, on voit que c'est en train d'être massivement supporté. On peut vraiment commencer à faire du Siri-like ou des choses, des OK Google et compagnie directement sur ces applis web en fait. Et côté accessibilité, c'est vraiment cool. Ok. Là, on a fait le tour de ce qu'on peut faire sur le web. Mais non, ça c'était que les sensors. Qu'est-ce qui vient après? Il y a les notifications. Les notifications, donc on récupère une permission. Dès qu'on a eu l'autorisation d'utiliser les notifications, on va demander, c'est lié à des services workers. On va s'enregistrer et on va faire vibrer, afficher directement une notification du téléphone. Donc là, on retrouve un body, un icône, un ensemble, une chaîne de vibrations et un tag. En fait, le tag, c'est pour éviter les doublons. Par exemple, si je précise pas de tag et qu'à chaque fois que je fais vibrate, je vais avoir une nouvelle notif. Par contre, si je garde le même tag, ça va surcharger de la précédente notification. Donc c'est plutôt bien supporté, même sous Safari. Et si je veux un accès offline, une base de données, je dois faire une application native. Ça marche pas en offline. Bah non, une application web peut suffire. On connaît tous le Local Storage Session Storage, c'est très vieux, ça marche sur IE7. IndexedDB, on va pouvoir faire de la base de données vraiment orientée objet, donc on va avoir une vraie base de données.
Bon, je l'ai mis, mais en fait, il ne faut plus l'utiliser. Je l'ai mis parce que c'était la première initiative de offline du web, mais c'était pas une bonne idée. Maintenant, il faut utiliser ça, les service workers. Et globalement, avec les service workers, vous allez être capable d'avoir des pages offline. Autre truc qui est vachement intéressant sur toutes les notions présent, pas présent, etc., c'est la Page Visibility API. C'est quoi ce truc-là? C'est un truc que j'ai mis en place là dans l'application que je vous ai mis à dispo là, qui fait que globalement, quand votre écran il est éteint, j'ai coupé toutes les connexions réseau, il se passe plus rien. Parce que j'ai détecté que vous n'étiez pas connecté. Et ça se détecte aussi simplement que ça. Est-ce que le document il est hidden? Et pourquoi? J'en ai parlé. Parce que c'est massivement supporté. Donc du coup, très simple à détecter. Ça évite de consommer des choses quand on n'a pas besoin de l'application en fait. De la même façon que vous gérez des on-pause pour Android et qu'on va décider de tout couper, et ben on peut faire la même chose sur le web. Bon, ok. Si je veux lancer une application depuis mon écran d'accueil, voilà, je suis obligé d'avoir une application native. Ça n'existe pas, les raccourcis comme ça. Passons, une application web peut suffire, grâce au Web Manifest. Le Web Manifest, ça s'intègre dans le HTML via une balise. Et le fichier JSON, il ressemble à ça. Globalement, c'est une métadescription de votre application qui va donner des informations sur son nom, ses icônes, vers quoi elle démarre, est-ce qu'elle est en standalone, est-ce que j'affiche ou pas la navigation de barre, etc. Ça fait partie des choses de Progressive Web App. Donc ça, pour ceux qui n'étaient pas au talk de Hubert de ce matin, je vous invite à le revoir parce qu'il parle de ces trucs-là. Et donc, j'ai pas mis Safari, mais clairement, ils sont en train de... ils envoient le pas sur tous ces trucs-là. Allez. On va retourner encore un petit peu. On va se dépêcher parce qu'il reste plus beaucoup de temps. J'annonce, j'aurai pas le temps pour les questions dans la salle. Quand je vois le délai qui me reste. Donc, je suis OK pour répondre à vos questions, mais ce sera en sortant. Laquelle de ces API ne fait pas encore partie d'une roadmap pour le web? Est-ce le web NFC, les sensors génériques, le fingerprint, l'empreinte reconnaissance d'empreinte, ou la réponse D? Il y a encore un piège. Allez. Ah, bah là c'est bien, hein. Ah, ok. Vous avez bien trouvé. En effet, l'empreinte digitale pour l'instant c'est pas un truc. Donc ça veut dire quoi? En effet, quelque chose qui est cool, le Web NFC, c'est en train d'arriver. Moi j'ai déjà réussi à écrire sur un tag. Ça sera pour une prochaine presse. Donc ensuite, qu'est-ce qui vient? Beaucoup de choses. Le Web USB, les sensors génériques, le Web NFC. En fait, ça c'est quoi? C'est des nouvelles API. Web USB, on va contrôler directement les inputs. Le Web NFC, bah, c'est vraiment du NFC, mais orienté mobile, hein, on ne va pas l'utiliser côté desktop. Et les sensors génériques, c'est une réécriture des sensors que je vous ai présentés avant, mais de façon uniformée, autour des promesses, etc. Un truc plus stable et massivement supporté après. Et allez, on rejoue encore une dernière fois, c'est promis, c'est la dernière, mais c'est important parce que, en fait, il y a deux choses à gagner là. Attention. Les deux premiers qui répondront bien à la question et gagneront ça. Ouais. Quelle est la techno derrière l'ouverture des pages web depuis un beacon? C'est pour savoir si vous avez bien suivi. Est-ce du beacon web, du physical web, du iBeacon ou la réponse D? Alors gardez votre téléphone allumé parce que... Allez, j'accélère. Ah, vous avez bien répondu et là il y en a deux pour qui ça va mettre... Vous avez gagné. Qui? Qui? Ah, il y en a un là et deux. Voilà. Bravo les gars. Vous viendrez me voir. En conclusion, j'ai plus de temps. Je ferai ma conclusion à l'oral. C'est pour ceux qui veulent après.